Chers étudiants, bonjour. Nous allons continuer le cours de pharmacologie et nous sommes à la dernière séance de ce cours. Donc, je rappelle que ce cours est destiné aux étudiants de licence SVI S6. Nous allons traiter la partie des anxiolytiques et des antalgiques, donc les deux classes thérapeutiques de ce cours qui restent. Et nous allons commencer par bien sûr définir les anxiolytiques qui sont des substances qui lisent l'anxiété qui est en fait un état d'angoisse extrême ou de stress extrême qui est exprimé par plusieurs symptômes, entre autres l'oppression thoracique, un sentiment d'étouffement, des sueurs, tremblements, etc. Et nous allons commencer par la classe des benzodiazépines. Alors ce sont des molécules basiques et lipophiles. Donc, le terme azépine désigne un hétérocycle à 7 atomes dont 2 sommets sont occupés par un azote. Donc, l'azote se trouve au site 1,4 ou 1,5 ou 2,3, formant donc ainsi 3 types de diazépines. On a donc le 1,4 diazépine, 1,5 diazépine et les 2,3 diazépines. Donc, le terme benzo désigne l'adjonction d'un cycle benzénique au noyau diazépine, tout simplement. Dans les anxiolytiques, on retrouve les benzodiazépines, les carbamates, les antihistaminiques. Toutes ces classes ont cette propriété anxiolytique. Ils ne sont pas forcément tous des benzodiazépines. On va commencer par les benzodiazépines. C'est la famille chimique la plus importante et la plus prescrite. On reconnaît un médicament de cette famille qui est en fait le diazépam, qui est tout simplement le Valium. Donc, sa terminaison de la dénomination chimique internationale se termine souvent par zépam. Alors, toutes les benzodiazépines se terminent par zépam. Les principales benzodiazépines ou les principales spécialités des benzodiazépines que vous pouvez retrouver dans les pharmacies sont à leur tête diazépam, c'est le Valium, bromazépam, Lexomil, oxazépam, c'est Resta, vous avez le clonazépam, c'est Rivotril, etc. Les propriétés pharmacologiques des anxiolytiques sont connues par la réduction de l'anxiété, donc cet effet anxiolytique qui est procuré suite au traitement, une action sédative ou hypnotique qui veut dire une action tranquillisante ou induisant le sommeil. Généralement, l'action sédative est toujours présente, bien qu'elle est plus ou moins forte suivant les molécules, et l'action hypnotique, elle dépend surtout de la dose, donc à haute dose. On a cette action donc, qui induit le sommeil ou avec des composés spécifiques. On continue toujours dans les propriétés pharmacologiques avec l'action anticonvulsivante, donc une action qui élimine les convulsions ou les tremblements des membres. Elle est présente chez tous les benzodiazépines, mais sur le plan thérapeutique ne concerne que 3 spécialités, le Valium, l'Urbanil et le Rivotril. Et pour finir, une action myorelaxante, donc une action qui relâche le muscle des patients. Quant au mécanisme d'action, toutes les benzodiazépines agissent en facilitant les actions d'une substance chimique naturelle qu'on appelle le GABA. GABA, ou acide gamma-aminobutyrique, c'est un neurotransmetteur qui transmet les messages issus d'une cellule du cerveau, le neurone, à une autre. Le message transmis par le GABA est un message inhibiteur par excellence, donc qui permet aux neurones qui contactent d'en ralentir ou d'en arrêter l'émission. Étant donné que 40% des millions de neurones situés dans le cerveau sont sensibles à ce neurotransmetteur qui est le GABA, cela signifie que le GABA exerce en général une grande influence apaisante sur le cerveau. Donc l'action naturelle du GABA est augmentée par les benzodiazépines qui exercent en retour une influence inhibitrice supplémentaire, souvent excessive, sur les neurones. Donc ça va être une action inhibitrice qui va concerner donc des ions comme le chlore. Comme vous voyez sur la diapositive, le récepteur du GABA ou des benzodiazépines, c'est un récepteur à canal ionique. Donc il faut voir le chapitre des récepteurs. Donc c'est un récepteur ionique qui est à canal chlore. Plus le diamètre du canal chlore est augmenté, plus les ions chlore vont entrer à l'intérieur de la cellule et ceci va nous donner cet effet inhibiteur ou cet effet apaisant et tranquillisant sur le cerveau. Donc il y a plusieurs sites, entre autres il y a le site GABA, le site donc du neurotransmetteur acide gamma-aminobutyrique.
et le site des benzodiazépines. Il y a d'autres sites, le site de l'alcool, etc. qu'on n'a pas mis sur ce schéma. Sur cette diapositive, nous avons une neurotransmission donc neuronale de type GABAergique. Donc vous avez votre impulsion, vous avez le neurone 1 et le neurone 2, une impulsion nerveuse qui arrive sur le neurone 1 et qui va libérer le GABA qui est dans les vésicules donc présynaptiques du neurone 1. Après, une fois ces vésicules sont déchargées dans la synapse, ils vont agir sur les récepteurs GABAergiques qui sont sur le neurone 2. Alors, ces récepteurs sont à canal ionique, comme on avait déjà mentionné dans l'autre diapositive. Donc, les ions chlore vont entrer à l'intérieur du neurone 2 et cette entrée des ions chlore va inhiber l'impulsion nerveuse. Et vous allez voir qu'il y a une inhibition de l'impulsion nerveuse qui veut dire une inhibition donc on va dire du corps ou du cerveau, et après donc on a cet effet tranquillisant ressenti par les benzodiazépines qui vont se fixer sur ces récepteurs GABAergiques. On va continuer toujours sur la neurotransmission GABAergique. Comme vous le voyez, donc le GABA va se fixer sur les récepteurs GABAergiques de type A, parce qu'il y en a deux. Le type A, c'est celui qui intervient dans les benzodiazépines. Et il y a un autre type, le GABA B, qui est sur la gauche, comme vous voyez sur le neurone 1. Donc, il va être stimulé par le baclofen. C'est un traitement, c'est un médicament qui va agir dans les troubles. C'est un agoniste de ce récepteur, GABA B, et qui va agir dans les troubles liés à la consommation de l'alcool, qui agit dans l'addiction alcoolique. Donc, il va supprimer donc la consommation, cette addiction à la consommation de l'alcool, et même en cas de rechute, en cas de sevrage, en cas de rechute, par exemple, à un régime de sevrage suite à l'alcoolisme. Il y a aussi sur la droite un autre médicament que le thiagabine. Thiagabine, c'est un antiépileptique donc qui va agir négativement, donc c'est un antagoniste de cette pompe-là GAT qui est responsable de la recapture de l'excès du GABA au niveau de la fente synaptique. Donc c'est un antagoniste de cette pompe qui va inhiber donc la recapture du GABAergique et qui va nous donner cet effet anti-épileptique. Parce que dans l'épilepsie, le problème, c'est une excitation extrême. Donc, il nous faut du GABA comme neurotransmetteur inhibiteur par excellence pour apaiser cette épilepsie. Et c'est ça qui va nous donner cet effet anti-épileptique ou cette propriété pharmacologique anti-épileptique. On va passer maintenant à un autre type, on va dire, de ligand. C'est un agoniste inverse, comme la cholécystochine, CCK, qui est en fait une hormone peptidique gastro-intestinale sécrétée par la muqueuse du duodénum et relarguée dans la circulation sanguine. Donc cette hormone-là, qui est gastro-intestinale par excellence, va jouer le rôle d'agoniste inverse du récepteur GABA-A. Donc, au lieu d'avoir cet effet tranquillisant, on va avoir un effet anxiogène, un effet d'excitation avec CCK. En cas de libération extrême ou intense de cette hormone-là, donc on a cet effet excitant ou cet effet, donc on va dire agité de la personne parce qu'elle agit négativement ou indirectement sur le GABA-A. Donc, il va inhiber cet effet inhibiteur en fait par excellence qui est produit normalement par une neurotransmission GABAergique. Donc toute notre physiologie est liée. Donc là, dans ce cas-là, il nous faut une cible thérapeutique qui va agir sur CCK pour éviter cette excitation. On va continuer avec les indications des benzodiazépines. Alors, elles sont très indiquées en psychiatrie. Donc, les meilleures indications semblent être dans l'anxiété psychologique réactionnelle, les situations de crise ou de panique, les troubles de sommeil liés à l'anxiété. Dans ces indications, ils agissent en diminuant la tension de l'individu et lèvent ainsi certaines inhibitions. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire certains actes ou certaines choses dans leur vie actuelle, des choses banales. Donc, ça leur permet de lever ces inhibitions-là et permet aussi d'agir et de trouver un sommeil de qualité puisque les benzodiazépines ont des propriétés anxiolytiques, donc ils lèvent l'anxiété. Ils ont des propriétés sédatives, donc ils apaisent la personne. Ils ont des propriétés hypnotiques, donc ils ramènent un sommeil de qualité à ces patients-là. Donc,
Les autres indications en pathologie mentale donnent des résultats moins constants. Ils sont là, mais ils ne sont pas constants, comme dans l'anxiété au cours des névroses, des états de panique, les troubles phobiques ou obsessionnels, bien que l'efficacité de ces médicaments soit imparfaite. Donc, les benzodiazépines sont également des traitements d'appoint dans le traitement de l'anxiété chez les malades dépressifs et psychotiques, mais ne sont pas les traitements majeurs dans ces indications, mais ils aident ces personnes qui souffrent de dépression nerveuse ou d'autres maladies psychotiques comme la schizophrénie à apaiser leur intensité d'anxiété. Alors, le fait de prendre ces médicaments, ces benzodiazépines de manière chronique, va induire une intoxication chronique. Donc là, on est dans l'aspect toxicologique de ces spécialités pharmaceutiques. Le risque de dépendance de benzodiazépines est connu et se traduit par un besoin physiologique du médicament. Donc ce risque est plus important en cas de prise de médicaments à demi-vie courte. Donc ceux qui ont une demi-vie courte, TMS tout particulièrement, des posologies élevées, la durée d'utilisation qui est prolongée qui dépasse 1 mois. Donc, il y a des études qui stipulent que 25 à 50% de dépendance est prise. Des médicaments est comprise entre 3 mois et 1 an. Donc, il y a un risque de 25 à 50% de dépendants à ces médicaments-là si ça dépasse, si c'est entre 3 mois et 1 an. Et aussi, tout dépend de la personnalité du malade qui est à risque de dépendance. Il y a des malades qui ont un risque de dépendance par rapport à l'alcool, au tabac, au cannabis, la boulimie, etc. Cette dépendance aux benzodiazépines se traduit par un syndrome de sevrage. Donc on l'appelle le sevrage, c'est-à-dire un arrêt du médicament, généralement qui doit être progressif, non pas brutal. Donc en fait, si l'arrêt est brutal, on a tous les symptômes du stress, de l'angoisse qui sont amplifiés, une hypersensibilité sonore et visuelle, donc on est très sensible à tout ce qui est son et donc visuel, troubles convulsifs, on a des troubles donc de tremblement, des hallucinations, etc. Tous ces symptômes pénibles incitent le malade à reprendre son traitement. Donc l'arrêt doit être progressif, facilité par une décroissance lente des doses sur 2 à 4 semaines. Donc une substitution du médicament à demi-vie courte par des dérivés à demi-vie longue est aussi recommandée. Certains associent du Tegretol qui en fait un antiépileptique ou un antagoniste des récepteurs bêta-adrénergiques lavulocardil pour aider à ce sevrage qui doit être progressif sur 2 à 4 semaines. Alors les autres types d'anxiolytiques en plus des benzodiazépines, il y a les carbamates. Donc cette famille n'est plus représentée qu'avec une seule molécule, c'est l'équanil. Il est utilisé sous forme de comprimé ou de suppositoire, mais il a beaucoup d'effets secondaires en plus des benzodiazépines, d'autres effets comme des effets sur les fœtus, donc sur les bébés, pendant la grossesse, donc un effet iatrogène qui risque de toxicomanogène. Il y a aussi des intoxications aiguës qui sont nettement plus graves que les benzodiazépines. Donc il ne semble plus être utilisé que lors des sevrages toxiques du fait de sa demi-vie longue. Une autre molécule d'anxiolytique, l'atarax. Ce médicament est surtout utilisé pour ses propriétés antihistaminiques dans le cas d'allergie, mais c'est un bon anxiolytique et sédatif qui peut être utilisé sur des courtes durées pour diminuer l'intensité d'une anxiété réactionnelle. Donc son but c'est plus une courte durée pour des anxiétés réactionnelles afin de ne pas donner une envie au malade de continuer des benzodiazépines. Donc il est rare que ce médicament soit utilisé sur de longues périodes comme on l'avait dit, donc on ne connaît pas vraiment son risque toxicologique sur une longue période. Autre anxiolytique, la buspirone ou Buspar. Alors ce médicament est parfait. C'est en théorie l'anxiolytique parfait, mais il agit, on va dire, de manière très lente. Donc, il lui faut 7 à 14 jours pour qu'il y ait une installation d'effets anxiolytiques. Et il est dénué d'effets sédatifs et myorelaxants qui sont considérés comme des effets secondaires des benzodiazépines, mais sa lenteur au niveau de l'action va jouer contre cette molécule dans les anxiétés de manière générale. Nous allons passer maintenant à une autre classe thérapeutique qui concerne la douleur, ce sont les antalgiques. Et on va débuter par la définition de la douleur ou la nociception. Donc la nociception, c'est la douleur nociceptive qui est causée par une lésion d'une partie du corps telle qu'un muscle ou un os. Donc la douleur est ressentie comme constante, localisée et souvent comme persistante ou pulsatile, donc il donne des pulsions. Une fois les lésions sont réparées, la douleur nociceptive disparaît généralement. Quelques exemples de causes de douleur nociceptive, donc ça peut être des fractures, des brûlures, des hématomes, coupures et inflammations.
Pour ressentir ou sentir cet effet de nociception ou de douleur, il faut des récepteurs. Alors ces récepteurs s'appellent des nocicepteurs qui sont localisés partout dans le corps, dans les tissus cutanés, dans la musculature striée, dans la musculature lisse, donc les viscères et les vaisseaux qui sont à l'intérieur de l'organisme, dans les articulations, dans l'os, etc. Donc on distingue trois types de nocicepteurs. Les nocicepteurs mécaniques, ceux qui sont mécanothermiques, et les polymodaux, ils sont mécaniques, thermiques et chimiques. Donc, chaque type de récepteur a une spécialité différente. Ça pourrait être mécanique, donc il est plus sensible à tout ce qui est fracture, donc pincement, etc. Mécanothermique, donc il est sensible à ce qui est pincement, fracture et aussi à la température. Les polymodaux, ce sont les généraux. Ils agissent, ou ils sont sensibles à tout ce qui est mécanique, thermique et même chimique. Donc s'il y a une substance chimique qui est versée sur notre organisme, donc on sent cette douleur-là. Les fibres nerveuses qui sont impliquées dans le message nociceptif sont de 4 types: A alpha, A bêta, A delta et C. Alors pour les deux premières, A alpha et A bêta, ils sont myélinisés et de gros diamètre, donc ils se chargent de toutes les sensations tactiles légères. Et pour A delta qui est moins myélinisé avec un diamètre moyen, ils agissent avec une conduction nerveuse moyenne aussi, intermédiaire. Et pour les fibres les plus impliquées dans les douleurs, vives et globales et diffuses, ce sont les fibres C qui sont amyélinisées avec un petit diamètre. Donc ils ont une conduction lente, ils se chargent de toutes les douleurs qui sont vives et diffuses, des douleurs. Pour le traitement de la douleur, il y a différentes spécialités et selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a 3 paliers au niveau des antalgiques ou les antidouleurs ou les analgésiques. Donc pour le niveau 1, antalgiques qui sont non morphiniques, comme l'aspirine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, paracétamol, etc. Pour le niveau 2, ce sont des antalgiques opioïdes faibles, comme la codéine plus le paracétamol, le codoliprane, dextropropoxyphène plus le paracétamol, le diantalvic, etc. Le tramadol aussi, connu aussi par le tramal, le tramadol. Pour le niveau 3, antalgiques forts, ce sont les agonistes purs ou les agonistes mixtes. Agonistes purs, ils peuvent être fentanyl, hydromorphone, la morphine, la pétidine. Et comme agonistes mixtes, on peut retrouver la buprenorphine, nalbuphine, etc. On retrouve une autre classe d'antalgiques, ce sont les co-analgésiques. Donc, ils agissent en même temps en collaboration avec les analgésiques, donc les corticoïdes, les neuroleptiques, les spasmolytiques, les antidépresseurs tricycliques et les anticommiciaux comme les carbamazépines, la phénothéine, valproate de sodium. Ce sont des anti-épileptiques tout simplement. Parmi ces antalgiques, on va citer un exemple. Ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Exemple, l'aspirine. Donc, il va agir sur l'activation du métabolisme de l'acide arachidonique. Il va passer par 2 voies, la voie COX-1 et la voie COX-2. Alors, pour la voie COX-1, il représente tous les effets indésirables de cette classe thérapeutique des anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui va concerner le pouvoir anti-agrégant plaquettaire, donc il va allonger le temps de saignement, et c'est un effet indésirable. Il va aussi avoir un effet délétère sur la muqueuse gastrique, donc on va avoir des gastriques, des ulcères gastro-duodénales, des hémorragies digestives suite à ces traitements-là. On va avoir aussi une baisse du flux sanguin rénal, donc une insuffisance rénale en cas de traitement chronique. Donc, et ceci passe par la voie COX-1 sur les thromboxane A2, sur les prostaglandines 12 et E2. Quant à la voie COX-2, donc de cet effet donc de ces anti-inflammatoires, il nous donne l'effet recherché qui est en fait un effet anti-inflammatoire et aussi antalgique et antipyrétique. Quant aux corticoïdes, qui sont des anti-inflammatoires stéroïdiens, donc cette fois-ci stéroïdiens, donc ils ont une origine stéroïdique, donc vont agir avant la voie des cyclooxygénases, donc au niveau d'une enzyme qui s'appelle la phospholipase A2. Donc ils ont une action qui précède un peu la voie donc où ils agissent, les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'aspirine, le paracétamol, dont on a parlé dans la précédente diapositive.
Nous allons passer maintenant au palier 2 de l'OMS au niveau des antalgiques, le tramal ou tramadol, qui a en fait un effet analgésique qui est très important en agissant sur les récepteurs mu des opioïdes. Donc, comme vous voyez au niveau de la fibre C en jaune. Et aussi un autre effet qui est lié à l'inhibition du recaptage de la noradrénaline et la sérotonine, comme pour les antidépresseurs tricycliques. Donc, il a deux effets différents sur la douleur, au niveau central monoaminergique et surtout sur le récepteur mu-opioïde. Donc, il se trouve au niveau de la fibre C. Donc, cet effet, bien sûr, va aller au niveau périphérique jusqu'au niveau central. Et donc, on aura une atténuation de la douleur et aussi une augmentation de la libération de la noradrénaline et de la sérotonine qui vont agir sur l'humeur du patient au niveau des douleurs qui sont un peu quand même intenses. Quand le paracétamol ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens n'ont pas marché, donc il faut passer au palier 2 et notamment le tramal. Nous allons passer maintenant à la dernière classe ou dernier palier 3 de l'OMS quant aux analgésiques, c'est la morphine, donc qui va agir de la même façon que les endomorphines endogènes qui sont sécrétées par l'organisme dans l'état normal. Donc quand on a une sécrétion basse des endomorphines, donc il faut utiliser dans ce cas-là, dans un cas pathologique grave, dans le cas des maladies chroniques douloureuses, des maladies articulaires, etc., ou la phase terminale du cancer, on a des douleurs intenses, donc il faut utiliser cette substance-là qui est la morphine, qui va agir sur ces récepteurs en même temps ou de la même manière ou de manière similaire que les endomorphines qui sont sécrétées par l'organisme. Donc là, on voit la substance P et le glutamate qui est normalement sécrété de manière excessive en cas de douleur. Et vous avez la morphine et l'endomorphine qui vont agir sur les mêmes récepteurs opioïdes au niveau central. Donc nous sommes arrivés par cette diapositive à la fin du cours de pharmacologie générale. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses, de nouvelles connaissances dans la pharmacologie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer via la plateforme Moodle que nous avons consacrée pour vous cette année pour justement vous présenter toutes les séances de cours avec les polycopes ou les supports pédagogiques qui sont destinés pour ce dernier. Bon courage et à très bientôt pour vos questions.